Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous de CPME 31 TV, une série de débats, de tables rondes qui vont réunir des adhérents, des membres du conseil d'administration de la CPME 31 avec des personnalités que nous serons appelés à inviter régulièrement. Alors laissez-moi vous présenter le plateau de cette rencontre qui va aborder le thème de la réindustrialisation et la relocalisation, info ou intox. C'est le premier sujet qui va être abordé dans cette série de rendez-vous. Alors Samuel Sett, bonjour et bienvenue. Vous êtes le président de la CPME 31 et Occitanie. Nadia Pelfig, le plaisir de vous accueillir. Vous êtes vice-présidente en charge du développement économique à la région Occitanie. Johan Clocher, vous êtes administrateur de la CPME 31 et directeur général d'Aérotech. Et Thomas Richerol, vous êtes vice-président industrie à la CPME 31. Alors pourquoi on a choisi ce thème de réindustrialisation, relocalisation ? En fait, c'est un mouvement, la réindustrialisation, qui a été amorcé il y a quelques années. On a vu apparaître le ministère du redressement productif il y a quelques temps, sous le précédent mandat présidentiel, avec une volonté politique de répondre à la thématique de la réindustrialisation, une thématique qui a interpellé grandement les opinions publiques et qui voyait la part de l'emploi industriel qui ne cessait de baisser dans le PIB de notre pays. Donc on est tombé à 12,4% de notre PIB qui est produit par la richesse industrielle, contre 20% en Allemagne. Donc les élus, les politiques ont été interpellés par les opinions, je vous le disais. Dans la région, on se souvient de l'affaire Molex, avec la fermeture de cette usine d'électronique à Villemur-sur-Tarn en 2009, qui a un petit peu secoué les consciences. Et évidemment, avec l'aéronautique, qui a une empreinte très, très forte dans la région, on a vu des délocalisations de charges industrielles vers les pays dits best cost. On en parlera ensemble tout à l'heure, donc les pays du Maghreb et des pays à faible coût de main-d'œuvre. Alors, de 4,5 millions d'emplois industriels en 1989, l'industrie française n'emploie qu'un peu plus de 3 millions aujourd'hui de salariés, donc une baisse qui a atteint 30% en 28 ans, donc un glissement continu. La crise du Covid a révélé de nouvelles préoccupations, c'est essayer d'être souverain sur sa production. On en parlera avec Nadia Pelfig notamment. Comment on a perdu la maîtrise de la production de certains biens essentiels, notamment sanitaires. Ça fera partie des débats. Comment relocaliser et est-ce possible de relocaliser ces productions en Europe, en France, voire en Occitanie. Alors la première question, je vais me tourner vers Johan Clocher. Avant de vouloir relocaliser, réindustrialiser nos territoires, comment on fait pour que l'industrie qui est encore présente en Occitanie y reste ? Merci Gilles, merci. La question, avant de pouvoir répondre à délocaliser, relocaliser, il ne faut pas qu'on soit dans le fantasme de la relocalisation, de la réindustrialisation. En effet, comment déjà on évite à ce que nos entreprises aujourd'hui partent de notre territoire. Pour éviter qu'elles partent de notre territoire, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est comment on crée de la valeur, comment on crée de la richesse. Pour créer de la valeur et de la richesse, qui est pour nous la pierre angulaire en réalité à toute bonne économie, il faut avoir de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, on doit la créer, on doit aller la chercher. Il faut également se poser la question sur la définition de l'industrie. Pour nous, l'industrie, ce n'est pas forcément fabriquer un produit, ce n'est pas forcément avoir des usines manufacturières partout en région Occitanie. Pour nous, l'industrie, c'est en effet fabriquer un produit, mais tous les services qui sont en périphérie de cette industrie. L'engineering, les bureaux méthodes, la fabrication, tout ce qui est en fait attrait à la fabrication d'un produit, parce qu'in fine, c'est bien un produit qu'on vend à l'arrivée. Alors comment on fait pour éviter qu'elle parte ? C'est tout simplement ramener cette richesse. Et pour ramener cette richesse, il faut aider nos chefs d'entreprise, nos PME, à aller à l'export pour pouvoir adapter un produit à l'export. Parce qu'un chef d'entreprise ne part pas parce qu'il a envie de partir. Un chef d'entreprise part parce qu'à un moment, il n'a pas le choix de partir. C'est quoi ? Il faut baisser les impôts de production, baisser le coût du travail qui est élevé en France ? Alors, le coût du travail est élevé, mais ce n'est pas forcément le vecteur qui fait que les chefs d'entreprise partent. Les chefs d'entreprise partent ou les entreprises partent parce que, le marché français est trop petit. Donc il faut également s'adapter à un marché international. Et pour être adapté à un marché international, il faut être proche de nos clients. Donc souvent, dans des marchés de compensation ou pour être proche de nos clients, on est obligé d'aller à leur rencontre et de fabriquer à côté. Ensuite, on a le coût du travail qui peut être élevé, mais en soi, moi je regarde, j'ai une entreprise dans l'aéronautique, je suis compétitif par rapport au marché européen, par rapport au marché mondial. Je suis compétitif parce que justement, j'ai mis des méthodes en place qui me permettaient de faire des coûts raisonnables.
C'est-à-dire que vous avez automatisé, robotisé, qu'est-ce que vous avez mis en place pour être au bon coup? En fait, justement, là où il faut pas qu'on stigmatise et qu'on généralise l'industrie. Justement, on a l'industrie manufacturière où on peut robotiser et l'industrie du futur en fait partie. C'est-à-dire qu'on va mettre des robots, donc forcément on va baisser le coût du travail, mais on a également l'ingénierie. L'ingénierie, c'est le coût d'un ingénieur. Donc on ne va pas baisser le coût du travail avec un robot. Donc on est obligé d'aller chercher de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle passe dans la créativité qu'on est capable de faire et également dans le support des fonctions publiques que l'on peut avoir. Pour moi, baisser le coût du travail, c'est baisser la pression fiscale. Voilà. Très bien. Samuel Sett, sur ce constat que l'industrie n'a cessé de reculer ces 30 dernières années, vous, en tant que président d'un syndicat patronal, comment vous voyez cette situation? Est-ce qu'elle est réversible? Alors, il y a, comme ça vient d'être dit, plusieurs raisons à ces départs ou à ces délocalisations. Et il y a notamment dans tout le milieu économique de la sous-traitance des délocalisations qui sont contraintes. Quand votre donneur d'ordre vous impose une baisse de 30% de vos coûts et qu'il vient opportunément vous indiquer qu'il y a une zone franche en Tunisie ou au Maroc ou dans quelques pays de l'Est et qu'il serait de bon ton de s'insérer dans la supply chain dans ces endroits-là, finalement, c'est plus une contrainte qui nécessite d'ailleurs parfois des investissements importants, et on sait à quel point c'est un sujet, puisque non seulement on demande une délocalisation, mais elles sont parfois assorties de contrats pluriannuels pour une forme de sécurisation, et en réalité, c'est pour un alignement de coûts. Alors oui, tant que la valeur ajoutée est importante, la notion de salaire va en étant réduisant, et ça a été d'ailleurs le pari pendant des années de nos industriels. Poussé à son paroxysme, c'était la fameuse période Renault créateur d'automobiles, rappelez-vous, avec des industries surtout loin de France, un peu plus loin en Europe et dans le monde, avec par contre toute la partie ingénierie qui était conservée en France. Comment on arrive à le limiter, cette partie? Ça vient aussi des donneurs d'ordre, et on en a de très très gros en Occitanie. Et il faudra aussi peut-être à un moment donné se poser des bonnes questions et parfois relativement déplaisantes. Et ensuite, il y a un autre pendant qui est intéressant de travailler et sur laquelle la région et Nadia Pelfig en particulier a une démarche assez volontaire. C'est celle de parler de la valeur ajoutée, alors non plus financière mais bien humaine. Et donc ça passe par tout un tas de critères qui sont dans son domaine d'application. Qu'on parle de la formation en amont et évidemment de la façon dont on va découper les choses. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je pense que la principale valeur ajoutée va être dans l'entraînement que peut mettre justement, sinon le politique, en tout cas la société en tant que cliente, consommatrice. Je termine là-dessus. C'est un point important ça, parce qu'il y a toujours un décalage entre la volonté politique, le temps que cela se mette en place, et finalement l'appétence du client, je dis le client pour être le plus large possible, à accepter un certain nombre d'augures qui sont les conséquences. Parfois le surenchérissement du coût, avec la fameuse notion de l'achat local, etc. Et là, je suis dans l'industrie, mais je le fais de manière plus large. Et ça, on parlait il faut sortir des fantasmes, il faut être attentif là-dessus. Dans un pays où, en gagnant 3 000 € par mois, on fait partie de 10% les plus riches, il ne faut pas aussi envisager aussi facilement que ça, que tout le monde soit toujours prêt à payer plus cher pour peut-être des prestations de qualité, en tout cas des prestations de proximité. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Alors Nadia Pelfig, on sait que l'Occitanie bénéficie d'une base, d'un socle industriel très puissant autour de l'aéronautique, mais pas que, l'agroalimentaire, les industries de santé. Aujourd'hui, vous, en tant que chef de file de l'action économique sur notre territoire, comment vous faites pour maintenir cet emploi industriel quand on voit ce mouvement national depuis 30 ans qui fait le déclin de l'industrie? D'abord, on affirme que l'industrie est une filière d'avenir et un secteur d'activité d'avenir. L'industrie, c'est 1,5 emplois directs et 3 emplois induits. Il y a peu de secteurs qui produisent autant d'emplois. Donc déjà, c'est déclarer, rétablir le rôle de l'industrie dans l'économie française. Et ça va un peu à contre-courant. Rappelez-vous, il y a quelques années, le PDG d'Alcatel disait que son rêve, c'était une France sans usine. Et je crois que tous les Français, les Françaises, qui ont cherché leur masque au mois de mars-avril, se disent bien quelle bêtise était énoncée à ce moment-là, puisqu'on n'était pas en capacité de satisfaire le minimum de production sanitaire pour protéger notre population. Donc, il y a rétablir le
le rôle de l'industrie par rapport à notre économie. C'est une action qui est engagée fortement. Et puis, il y a en période de crise, parce que faisons pas comme si nous n'étions pas dans une période de crise. Vous avez raison, Occitanie, ses emplois, c'est 12% d'emplois industriels, à peu près 225 000, 230 000 emplois qui sont dans l'industrie, avec une industrie aujourd'hui qui est lourdement attaquée. Ça veut dire que ces emplois peuvent être potentiellement en danger dans les mois, les années à venir ? Mais ils ne sont pas en danger. La réalité, c'est qu'il y en a déjà qui ont disparu. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On a aujourd'hui une perte d'emplois industriels extrêmement importante, d'ores et déjà en région Occitanie, alors qu'on était en pleine croissance d'emplois globale et spécifiquement sur l'industrie, avec des annonces en matière de recrutement très positifs d'ici 2025. Donc nous sommes aujourd'hui dans la gestion publique obligés d'agir sur l'urgence, maintien des emplois, maintien de la localisation des activités, et dans le même temps, nous devons agir sur des trajectoires à moyen et long terme sur la modernisation de notre industrie et de ses usines, la mise en place du tissu de formation et donc des compétences de demain. Il faut faire rester celles d'aujourd'hui, mais il faut aussi être en capacité demain d'avoir les compétences au rendez-vous des exigences des dirigeants d'entreprise et la capacité à soutenir une trésorerie aujourd'hui affaiblie et qui doit permettre demain de produire de la qualité et la capacité à accompagner sur de nouveaux marchés. Ça a été très très bien dit par le directeur général d'Aérotech, puisque le marché intérieur, qui n'est pas que le marché occitan, ni même le marché français, ni même le marché communautaire, est pas assez important. On a aujourd'hui une industrie de qualité de pointe en région Occitanie. Il faut qu'elle réussisse à conquérir des parts de marché en étant assez offensive et agressive sur la qualité des compétences que sont les nôtres. Et pour tout ça, il faut qu'une collectivité non seulement pose une vision sur ces sujets, mais mette aussi des outils, des moyens en accompagnement de la formation, en accompagnement des trésoreries. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui de manière assez importante avec un plan habituel et 580 millions d'euros qui sont un plan d'urgence et de relance. Et de plan d'urgence et plan de relance, on verra un petit peu les trajectoires que vous tracez pour l'industrie, notamment autour de l'hydrogène avec des projets à Francazal. Tout à l'heure, Samuel Sett, je vous voyais réagir sur la fabrication de masques made in France qui a un peu manqué, enfin qui a beaucoup manqué pendant la crise de mars. Est-ce que pour vous, ça a du sens de produire des masques beaucoup plus chers ou est-ce que l'État est prêt à payer un masque français plus cher, quitte à constituer des stocks L'exemple que soulevait Nadia Pelfig est très intéressant parce qu'il mérite de soulever un débat important, qui est de se dire qu'avons-nous subi par cette absence de masques ? Avons-nous subi la saturation d'une production mondiale ? Et en quoi le fait de produire en France aurait permis d'avoir des masques que nous n'avons pas eu en les achetant en Chine ? Ça, c'est une question à se poser. C'est-à-dire, est-ce que si une entreprise avec un nom X ou Y finissant par technologie, si elle avait eu plusieurs lignes de production, est-ce qu'elle aurait pu, en tout état de cause, fournir l'intégralité des demandes en France ? Auquel cas, elle aurait pu peut-être le faire pendant une période de crise, mais comment aurait pu-t-elle utiliser ces lignes de production en période dite traditionnelle ? Comment les entretenir et les financer ? Et la question qu'on doit se poser, c'est le fait qu'elles aient été en Occitanie par la suite, est-ce que ça aurait facilité la livraison des masques alors même qu'il y avait une rupture mondiale ? Et ensuite, le deuxième élément, c'est que cette rupture a entraîné une hausse naturelle des prix. Bon, c'est la loi de l'offre et de la demande. Une fois que la pandémie sera considérée comme passée, quand bien même nous envisagions l'avenir en disant tout pour venir, il faut qu'on se prépare à cela, qui sera prêt à payer le prix d'un masque au prix de 3 fois celui de la Chine, par exemple, des personnes ou des entreprises qui seront dans une démarche militante, assurément. Le client lambda, j'en suis pas sûr. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. C'est qu'on a beau envisager un certain nombre de valeurs ajoutées, il y a des produits où la valeur ajoutée ne se paie pas, puisque sur un produit normé, par exemple, comme un masque, où on a une norme à atteindre, et une fois qu'elle est atteinte, eh bien, on n'achète pas plus cher pour quelque chose de meilleure qualité. Et dans ce cas-là, est-ce que des entreprises qui ont eux aussi des échéances, eux aussi des éléments à payer, sont prêts à payer plus cher pour un service équivalent ? Je le dis par provocation pour créer le débat, mais je me dis, le problème que nous avons donc rencontré, est-il un problème de production à disposition
de proximité ou bien un problème de rupture générale due à des demandes, parce que ces problèmes, on les a pour tout. Pour des ramettes de papier, si demain il y a un rush sur les ramettes de papier de classe B, ou etc., etc. On sait très bien que la gestion plus tendue, on le voit dans nos entreprises, il est de plus en plus difficile d'avoir des fournisseurs qui ont des stocks suffisamment importants, et tout finalement se fait désormais par commande. Je pense que c'est un sujet, et je suis content de voir que Madame la vice-présidente, que je sais très pointue en économie, a envie de réagir. C'est bon signe, ça veut dire que... Alors, Nadia Pelfig, et après on passe la parole à Thomas Richerol. Alors, est-ce que c'est stratégique de relocaliser la production de masques en France et en Occitanie ? Oui, c'est stratégique. Est-ce que c'est rentable ? C'est deux sujets différents. Exactement. Et c'est là que la puissance publique a un rôle particulier à réaliser. C'est-à-dire que pour une entreprise, aujourd'hui, son cahier des charges pourrait être plein. Demain, si le vaccin agit, etc., effectivement, le cahier des charges n'est pas le même. Même si le fait de refaire des stocks, et le président de la CPM le signalait, est une nécessité, et on l'a bien observé. Simplement, le rôle de la puissance publique est d'anticiper pour protéger ces populations et donc pouvoir se fournir et générer aussi de l'activité industrielle au moment où il n'y a pas d'activité. Donc il y a deux réponses à apporter par la puissance publique, et parce que justement ce n'est pas rentable, ou ça ne le sera pas toujours, elle doit prendre sa part dans le risque sur le marché. Et c'est pour ça qu'on crée des outils qui nous permettent de rentrer au capital, on y reviendra d'entreprise, et c'est pour ça que ce qu'on a créé avec Occitanie Protect, c'est un succès. Du reste, vous expliquez Occitanie Protect. Occitanie Protect, de manière très rapide, c'est une entité qu'on a mis en œuvre, en place, avec deux sociétés privées, une qui fabrique du tissu, l'autre qui fait de la confection, qui sont dans l'Ariège, en Pays d'Olme, qui est une zone qui a été sinistrée d'un point de vue industriel avec la fin de la chimie et donc de l'industrie textile française. La création d'Occitanie Protect, ça a été d'utiliser ces deux entités en capitalisant avec la région, l'activité, pour produire des masques. Ça a permis le maintien de 150 emplois dans l'entreprise Adiante. Donc là, on a eu à la fois une réponse sur le besoin des populations et à la fois la capacité de maintenir de l'emploi dans une activité qui était sinistrée. Il y a d'autres entités où ça ne se traduit pas de la même manière, où ça n'a pas permis de maintenir des emplois. Et c'est là que l'investissement public doit être une capacité pour les entreprises de dérisquer ce qu'ils tentent de faire, mais nous, on répond à une question de souveraineté et de protection des populations. Si ça permet d'épouser des nouvelles trajectoires, notamment de diversification pour des activités de l'industrie aéronautique, tant mieux. Mais on sait qu'il faut soutenir le marché, et pour ça, on doit être un investisseur avisé. Et l'intérêt de la puissance publique, c'est que nous sommes des investisseurs patients, là où la rentabilité n'est pas au rendez-vous, là où un actionnaire privé cherchera un ROI important. Nous, on est en capacité de considérer que notre ROI, c'est la protection des populations et la souveraineté du produit proposé. Très bien. Thomas Richerol, est-ce que vos clients, alors peut-être vous allez nous présenter votre entreprise, et est-ce que vos clients sont prêts à payer des prestations ou un produit plus cher sous prétexte qu'il est fabriqué en France et en Occitanie ? Donc moi, j'ai une entreprise de communication. Donc, j'exerce sur Toulouse, Paris, Brest et Bordeaux. Mes clients sont surtout nationaux. Donc oui, ils sont prêts à payer une prestation. Je ne sais pas si elle est plus chère puisque je ne la produis qu'en France. Maintenant, si c'est de manière générale, je pense que les entreprises qui se posent la question aujourd'hui, ce sont des entreprises qui économiquement sont pérennes et peuvent se poser la question de... Je vais peut-être payer un produit plus cher pour participer à l'économie nationale, pour un geste un petit peu positif. Parce que là, depuis quelques années, on est sur une culture plutôt de low cost que participative même à l'économie du pays. Samuel Sett, ce que disait Nadia Pelfig, c'est effectivement produire des masques, ce n'est pas toujours rentable, mais ça rend un service éminemment important pour les populations. Est-ce que c'est un argument qu'un chef d'entreprise peut entendre, ou est-ce que lui, il a quand même besoin de commandes au juste prix pour pouvoir équilibrer ses budgets Quand Nadia fait référence à cela, elle envisage comme ça. Elle envisage que la puissance publique vienne justement accomplir cette attente-là, et je ne pense pas qu'elle prétende que l'entreprise doit faire perdurer à vide ou à perte les éléments. Et puis d'ailleurs, en effet, le rôle sociétal de l'entreprise, c'est bien évidemment de se maintenir en vie et de répondre, c'est le fameux article 1833 du Code civil, donc, qui vient définir ce qu'est une entreprise. Et ensuite, et je sais qu'elle est très attentive à ça et que la région sont très attentives à ça, l'impact qu'elle peut avoir sur la société. Ils emploient, je crois, le terme régulièrement d'impact positif.
Je pense que ça peut être un rôle. Je dis juste que le rôle d'une entreprise, c'est avant tout d'être rentable par sa production et que c'est le meilleur moyen de solidifier les capitaux propres et de sécuriser ses collaborateurs. C'est bien de rencontrer une clientèle à un prix réel du marché. Mais dans le cas très précis, puisque il a été cité 2 entreprises, donc c'était vraiment un focus sur 2 entreprises et pour vraiment répondre à un thème bien précis que celui que l'on vit actuellement, là c'est différent. Si on le parle d'un point de vue politique, en tant que syndicaliste et représentant des entreprises, je vais vous dire que l'objet même d'une entreprise, c'est de créer suffisamment de richesse pour par la suite la partager entre les outils de production, dans la ressource humaine et dans les propriétaires. Donc ça, c'est l'objet initial de toute entreprise. Nadia, oui, un mot. Après, on va parler des pays best cost. Sur l'objet d'entreprise, et je crois qu'en citant le Code civil, on fait référence aussi à la loi Pacte et à la redéfinition du rôle sociétal de l'entreprise. Et justement, dans la loi Pacte, il y a la définition de la raison d'être de l'entreprise. Et la région Occitanie, et moi-même, je ne conteste pas la raison d'être. Au contraire. Par contre, je sais que la raison d'être d'une collectivité telle que la région, c'est de faire en sorte que l'activité d'une entreprise, son chiffre d'affaires, ait un impact positif pour l'emploi sur le territoire, pour le territoire lui-même et pour l'environnement si on peut y contribuer. Si on le fait également en contribuant à la force et la dynamique du PIB national, à la souveraineté industrielle et à sa sécurité économique, tant mieux. Et c'est notre rôle. Donc la question, c'est comment nous, on s'assure que par l'activité des entreprises qui doivent aller le mieux possible, nous sommes en capacité de créer la valeur ajoutée territoriale. Et votre table ronde le montre bien, c'est précisément dans le respect des rôles de chacun et dans la bonne compréhension des objectifs que chacun doit satisfaire qu'on arrivera à articuler la juste solution. Johan Clocher, tout à l'heure, Samuel Sett a évoqué la pression de certains donneurs d'ordre qui essaient de faire migrer une partie de la charge industrielle sur des pays dits best cost. On ne dit plus low cost parce que c'est mieux de dire best cost que low cost. Est-ce que vous qui évoluez dans l'aéronautique, vous avez vu ce mouvement un peu imposé en fait, aux fournisseurs de la chaîne de fournisseurs ? Oui, c'est pas un secret des dieux de dire qu'en effet, il faut dans les contrats aujourd'hui avoir une certaine quote-part de sous-traitance en pays best cost. On parle de 20%, c'est à peu près ça ? Ouais, c'est les ratios qu'on est capable de retrouver dans des contrats. Néanmoins, encore une fois, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on dit je veux sous-traiter en pays best cost, c'est pas de dire c'est pas bien. C'est juste de dire ramenons-nous il y a 1 an, 2 ans en arrière. On avait une économie qui était florissante. On avait des prévisions d'emploi qui étaient très bonnes. D'ailleurs, moi, chef d'entreprise, j'avais du mal à embaucher, j'avais du mal à trouver les compétences. Ouais. Donc, une entreprise qui est prospère, comment elle fait pour continuer son développement si elle ne trouve plus de réponse déjà à l'endroit où elle est située ? Donc, elle est bien obligée d'aller la chercher ailleurs. Ouais, donc, il ne faut pas jeter la pierre. Donc, fort de ce constat, il faut se dire, OK, je ne trouve pas de réponse aujourd'hui, localement, nationalement, comment je me tourne à l'international pour trouver des réponses. Et franchement, tant qu'à faire, autant que ça nous coûte moins cher que possible. Donc moi, chef d'entreprise, je comprends la démarche qui est imposée par des donneurs d'ordre. Ce que je comprends moins aujourd'hui, c'est nous vivons une crise compliquée. On a des aides qui sont données par le gouvernement et que ces aides, il n'y a pas de pacte moral ou de pacte d'éthique pour que l'argent reste en réalité ici. Et qu'on continue à travailler avec ces pays best cost pour continuer à faire du profit. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas de pacte ou d'accompagnement de PME, justement dans les contrats qui peuvent être donnés, dans les subventions qui peuvent être données sur les donneurs d'ordre. Le gouvernement ne peut pas discuter avec toutes les PME de France, c'est pas possible. Donc il est normal que le gouvernement discute avec les plus grands, avec les majeurs. Mais ensuite, les majeurs, ils doivent s'orienter vers les PME et les accompagner dans leurs projets industriels. Dans le cadre du plan de relance aéronautique de l'État, une charte éthique des grands donneurs d'ordre avec le GIFAS, le comité PME du GIFAS a été signée. Est-ce que ça peut vous convenir comme démarche et est-ce qu'elle est respectée, cette charte ? Ça me convient, mais il y a la théorie et la pratique de la chose. Et j'ai que trop d'exemples pratiques pour dire que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on demande toujours les mêmes efforts aux PME, on leur demande toujours de délocaliser. Oui, on demande de délocaliser, mais surtout on ne remet pas en cause aujourd'hui le tissu industriel déjà en place, qui fonctionnait hier, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui et qui fonctionnera encore moins demain.
on ne se pose pas la question de le remettre en cause, et on ne se pose pas non plus la question de se dire mais je suis en train aujourd'hui, mine de rien, de faire des PSE à tout va dans nos entreprises, mais je continue derrière de sous-traiter à l'export ou en dehors de France. Là, on devrait se poser un problème. Enfin, on devrait se poser des questions parce qu'on a un réel problème. Nadia Pelfig, cette charte éthique, pour vous, ce n'est pas assez contraignant pour les grands donneurs d'ordre qui continuent à demander de la charge industrielle dans les pays Best Coast ? Le problème d'une charte, c'est de ne pas être contraignant. Alors, je suis ravie, moi, qu'il y ait cette charte GIFAS qui a été prise en compte, qui affirme, pour l'exprimer clairement, que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les constructeurs d'avions, soient plus respectueux des sous-traitants qui leur sont indispensables précisément pour concevoir et construire un avion. Et c'est l'amélioration des rapports entre ces fameux donneurs d'ordre et la PME, y compris quand on parle de l'amélioration des relations, c'est pas Samité Borinté, vous en doutez bien, c'est d'arrêter de mettre une pression sans précédent sur la réduction des tarifs que font ces entreprises sous-traitantes qui ont pour clients les grands donneurs d'ordre. Et aujourd'hui, la charte n'est pas contraignante et je dois dire que nous avons de multiples témoignages qui nous indiquent qu'elle n'est pas appliquée et même qu'en période de crise, la pression est encore accrue sur les rangs 1, mais surtout sur les rangs 2, c'est-à-dire les sous-traitants des premiers sous-traitants des constructeurs, avec des effets. C'est que quand il y a une pression sur les prix qui est de cet ordre-là, de ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire aux besoins. Et donc, ça casse des contrats, alors même que les grands donneurs d'ordre n'ont pas d'annulation de commandes. Donc, on a de reports de charges d'activité. On a une pression sur les prix, on a un manque de visibilité pour nos PME aujourd'hui et il n'y a rien d'engagé de manière forte et contraignante pour pouvoir leur octroyer un cahier des charges, une visibilité et donc de la visibilité pour la permanence de l'industrie française. Et donc moi je rejoins pleinement ce qui vient d'être dit par Johan Clocher. Il faut aujourd'hui qu'en contrepartie des plans d'aide de l'État et des appels à projets aéronautiques. D'une part, il y a une vision territoriale de ces sujets par l'État. Et moi, je regrette, et j'ai eu l'occasion de l'indiquer il y a moins de 10 jours au ministre de l'économie Bruno Le Maire, d'une part que l'État, au niveau central, ne fasse pas suffisamment confiance à l'État déconcentré pour l'instruction des dossiers, ne fasse pas suffisamment confiance aux régions qui développent, et c'est le cas pour Occitanie, un plan de soutien exceptionnel pour l'aéronautique de 100 millions d'euros dans les diagnostics et les préconisations qu'on fait pour soutenir le tissu de PME. Et que si on ne fait pas ça, c'est l'ensemble du tissu industriel national, de la souveraineté nationale et européenne qui va être interrogé. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on arrive à des transferts de charges, y compris sur l'ingénierie, dans des pays tels que l'Inde, comme le Brésil, comme le Mexique ou comme le Maghreb, ça a été dit. Et ces mouvements, aujourd'hui, s'amplifient, alors même que les colonnes de presse se remplissent d'appels à la réindustrialisation. On ne peut pas mettre de l'argent sur la table et l'État en France le fait dans des proportions qui sont sans commune mesure avec ce qui a pu être fait avant ou même qui est fait dans d'autres pays de l'Union européenne. On a un État extrêmement protecteur dans cette crise, mais elle ne se donne pas les moyens d'avoir un retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est le maintien de l'emploi dans les territoires. Pour faire ça, il faut faire confiance à l'emploi, au territoire et à ceux qui les fournissent, c'est-à-dire nos PME et nos TPE. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, je le regrette et je le redis moi régulièrement à nos grands constructeurs avec qui localement nous avons de bonnes relations, mais qui voient progressivement au fil des années un certain nombre de décisions leur échapper. Et en même temps que ça échappe au territoire national. Et dans les bords d'aujourd'hui, l'influence de la France baisse au profit d'autres pays qui sont plus influents et qui se concentrent sur leur héroïsme, sur leur industrie et qui éparpillent l'activité industrielle française de par le monde, échappant ainsi à l'emploi en France. Samuel Sett, cette relation donneur d'ordre fournisseur, on voit régie entre guillemets par une charte non contraignante, comme le soulignait Nadia Pelfig. Est-ce qu'il y a un problème dans la contractualisation entre donneurs d'ordre et fournisseurs? On voit que des contrats à long terme ne sont pas respectés, ni sur les prix, ni sur les volumes. Est-ce que ça pose un problème? Alors, ça en pose un d'autant plus que, puisqu'on parle d'aéronautique, à la base, on devrait être rassuré par le fait qu'un avion est fabriqué à 80% pour la sous-traitance. Dire ça, ça devrait nous assurer d'une forme de maintien d'un écosystème et d'un environnement normatif assez sécurisé,
dans un paradoxe que nous vivons, il faut quand même le rappeler parce que c'est assez extraordinaire, c'est que le grand constructeur aéronautique toulousain, mondial, mais toulousain avant tout, finalement n'a pas de solde négatif, n'a pas d'annulation de commandes, n'a simplement que des reports. Donc en fait, on est en train d'assister à une destruction massive du tissu économique et des sous-traitants. On parlait de rang 1, rang 2, on va jusqu'à rang 3 et après on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, c'est descendant après. C'est des fabricants de boulons. Non, mais c'est parce que c'est important de dire ça parce que certains cadres de certains constructeurs célèbres ont une vision assez réduite des choses. Et pendant des années, d'ailleurs, on ne donnait l'information et les projections qu'au rang 1, ce qui aussi venait conférer une certaine pression sur les sous-traitants. Je pense que cette relation elle a toujours été plus ou moins présente. Que plus on a avancé et plus on a été en capacité d'avancer sur des métiers spécifiques, sur des métiers peu répandus, et plus la pression s'est accentuée sur nos entreprises. On a des retours assez réguliers là-dessus. La notion de charte, et c'est ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a un trop gros écart parfois entre la démarche politique, la volonté politique, la réponse qui est faite de ces grands groupes qui ont aussi une démarche politique et l'application qui en est faite sur les terrains. Je ne pense pas que le gouvernement soit parfaitement informé de ces choses-là. Et donc, il est dans notre rôle, dans notre ADN, d'attirer l'attention de ce dernier, ou également à la région, sur les pratiques du quotidien et sur le fait que ces entreprises-là ne sont pas toujours les mieux loties, quoi qu'on puisse en penser, quant à leur relation avec leurs donneurs d'ordre. Et c'est quelque chose sur lequel on doit, nous, au quotidien, se battre. On se bat au quotidien sur ce sujet. Alors Nadia Pelfig l'a souligné tout à l'heure, on parle de délocalisation d'industrie, mais il y a une autre vague qui arrive, c'est l'ingénierie qui est touchée. La vague du Covid a aussi montré que télétravailler avec des Indiens, des ingénieurs indiens, c'était tout à fait faisable. Avec les décalages horaires, en plus, on peut les faire travailler quand nous on dort, donc c'est plutôt efficace. Est-ce que c'est la prochaine crainte pour cette industrie intellectuelle, qui est un des piliers de l'Occitanie? Je rappelle, à peu près 50 000 emplois, hein, 30 000 à Toulouse, 20 000 sur la partie Aix-Languedoc-Roussillon. Est-ce que c'est la prochaine vague de délocalisation, les ingénieurs? Je peux vous dire que en 2011, j'étais jeune juge au tribunal de commerce et je voyais encore les sociétés d'ingénierie arriver à la casse alors même que ça faisait suite au plan Power8, qui lui-même n'était pas un plan de déficit, mais qui était un plan de structuration, rappelons-le. Et donc, on sait très bien que ce sont ces éléments qui trinquent en priorité, mais qui finalement, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, ont une capacité de rebond beaucoup plus importante, parce que service, et puis parce que quand même, on avait réussi à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le faire cette fois-ci, à maintenir en région ces capacités intellectuelles et ces forts potentiels. Et c'est peut-être aussi un combat à mener, d'arriver à maintenir sur site, sur la région en tout cas, tous ces personnels et tous ces savoir-faire. En effet, cette délocalisation, elle s'est enclenchée. Johan a traité de ce dossier à plusieurs reprises à la CPME. Il pourra s'exprimer si tel est son désir sur le sujet. Mais je pense qu'il, toujours pareil, il y a eu quand même des efforts depuis des années quand on a commencé à voir ces fuites-là, tout le crédit impôt recherche qui a été mis en œuvre, qui a fait que toutes les sociétés étrangères sont venues installer leur centre de recherche rayon de bon cœur, c'est avec notre pognon que ça se passe, moyennant de fortes ristournes d'impôts, mais ça a maintenu sur place un certain nombre de choses. Peut-être c'est la solution. Au moment où je vous parle, je n'ai absolument aucune vision et aucune information précise sur le devenir de toute cette tranche de métier, justement parce que on ne sait pas si l'arrêt va vraiment s'enclencher jusqu'en 2023-2025, où ça avait été planifié, ou comme Airbus faisait récemment des communications, envisageant par exemple un retour à une norme acceptable fin 2021, ce qui serait quand même un rebond extraordinaire et qui, avec un an de décalage, permettrait de préserver l'ingénierie. Nadia Pelfig, sur ce risque de voir partir aussi les métiers intellectuels, on va dire, la matière grise? Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle dans le métier de l'aéro la division entre les cols bleus et les cols blancs, la production et l'ingénierie. Oui, aujourd'hui, l'ingénierie est très fortement impactée. Et dans l'ingénierie, il y a tous les métiers qui relèvent du numérique également.
Et souvent, on n'en parle pas parce que l'opinion publique a bien vu que le numérique, le digital, ça a été un grand moment pendant la crise, y compris parce que ça nous a permis les uns et les autres de rester en relation. Sauf que la réalité en Occitanie, c'est que les métiers du numérique, du digital, de l'ingénierie, ils ont à 50% des cahiers de commandes qui sont liés à l'aéronautique. Donc oui, le risque existe, ça a été très bien décrit, mais là encore, moi j'ai envie qu'on s'inscrive dans le rebond, sans minimiser la crise à laquelle les uns et les autres sont confrontés. Mais les marchés dont vous parlez, le fait que les Indiens pourraient être performants, moins coûteux, parce que le décalage horaire, mais les arguments sont les mêmes pour nous et même augmentés. Donc moi, je souhaite que les marchés, on aille les chercher avec les dents. Et c'est ce qu'on fait. Quand on travaille avec le Syntec, avec notre agence de développement économique ad hoc, en disant on a les meilleurs ingénieurs du monde, ils ont déjà l'habitude de travailler en anglais, parce que la plupart de nos constructeurs, l'anglais est obligatoire. Ils ont des niveaux de reconnaissance importants et ils travaillaient déjà avec la planète monde dans les missions qui étaient les nôtres. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On adresse des marchés américains, que ce soit US ou québécois, canadiens. Là, actuellement, dans les opérations qu'on a mis en œuvre de job dating, on a récupéré à peu près 3000 heures de contrats sur la zone US. Mais il faut remplir les carnets de commandes, il faut démontrer notre excellence. Aller chercher des contrats, c'est possible, mais il faut être agressif. Pardon de le dire comme ça, mais on ne peut pas être que défensif, il faut donner envie. On est une nation où le niveau d'éducation, d'intelligence, l'excellence de nos écoles d'ingénieurs est absolument reconnu. Bien sûr que c'est difficile, il faut le dire que c'est difficile, mais si on veut tracer des voies d'avenir, il faut surtout aller adresser, montrer quelle est notre force, quelle est la solidité de notre écosystème. Par contre, pour pouvoir le faire en étant crédible, il faut que ceux du territoire, et notamment nos nationaux, passe la commande aussi à nos entreprises locales. Parce que ce que savent faire les Allemands, c'est aller adresser à l'étranger et y compris amener avec eux les plus petits pour dire, vous voyez, ils sont bons, d'ailleurs, on bosse avec eux. Et moi, la preuve par l'exemple, elle doit se faire, y compris aux côtés des collectivités qui peuvent aller être de manière très dynamique et qui ont des bureaux à l'étranger. C'est notre cas. À New York, aujourd'hui, notre maison de la région à New York, c'est notre plateforme pour aller dresser les marchés d'ingénierie. Mais à côté de ça, il faut aussi que les grands donneurs d'ordre montrent leur confiance au tissu d'ingénierie locale en maintenant les contrats. Vous savez, aujourd'hui, il y a des tissus, des entreprises qui sont très fortes dans l'ingénierie, qui continuent les projets sans être payées, en espérant l'être dans quelques mois, pour démontrer leur force et leur capacité à pouvoir construire encore du projet. C'est quand même admirable, des entreprises qui prestent aujourd'hui sans avoir la garantie d'être payées, c'est eux qui maintiennent nos compétences et nos savoir-faire. Et donc moi, je trouve qu'à nous de montrer notre solidité et puissance publique, aux donneurs d'ordre de montrer leur solidarité aussi. Johan Clocher, Nadia Pelfig disait qu'il fallait être agressif en ces temps pour maintenir ses positions et alimenter le carnet de commandes. Est-ce que c'est être agressif quand on est patron dans l'aéronautique d'investir dans une usine du futur 4.0 parce que ça permet d'être meilleur en délai, en qualité que des concurrents qui sont justement dans ces pays low cost? C'est quand même l'usine du futur, la voie royale pour maintenir l'emploi industriel dans notre pays? Alors, la vice-présidente Nadia Pelfig a bien dit, en effet, de l'agressivité. L'agressivité, en réalité, c'est pas s'endormir sur nos acquis. Aujourd'hui, on a des acquis et on pense qu'on n'est pas en train de se faire doubler. Mais en réalité, si à un moment on s'assoit, on regarde à côté, il y a plein de monde à notre niveau qui, eux, ont le pied sur l'accélérateur. Et nous, on est encore en train de regarder dans le rétro et on n'est pas en train de regarder devant. Donc, je suis d'accord, il faut absolument qu'on monte de l'agressivité. Et une PME aujourd'hui qui fait 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller chasser aux US, d'aller chasser au Canada, d'aller chasser en Chine, ils n'ont pas les moyens. Donc en réalité, ils adressent un marché local avant toute chose et non pas un marché international. Et il faut, et la CPME, et c'est un sujet que j'ai partagé en conseil d'administration, il faut que la CPME, entre autres, puisse aider des entreprises à aller chasser un petit peu plus loin et à aller chasser ensemble. C'est important. L'usine du futur, c'est une vraie démarche sur laquelle j'adhère complètement. Pour la simple et bonne raison que ce sont les robots, ce sont la digitalisation qui vont faire à la place de l'homme. Donc tout à l'heure, on parlait du coût du travail. Indirectement, comme c'est un robot qui va le faire, le coût du travail, déjà on a une réponse à ça. Alors si on rajoute la CFE, les taxes, les impôts, l'IS, on va retrouver d'autres problématiques, mais c'est un autre sujet. Donc parlons du problème du robot. Le robot, réellement, il va apporter de la souplesse dans nos réponses qu'on peut avoir vis-à-vis de l'export et l'internationalisation. On a une réponse. On va créer des nouveaux métiers, des automaticiens,
des informaticiens, des gens qui font la maintenance, des gens qui font de la méthode, des ordonnanceurs, des logisticiens. Donc on a toujours besoin d'avoir des gens qui travaillent. La solution n'est pas dans le robot, elle est dans le cobo, c'est-à-dire le robot humanoïde, en réalité le robot qui travaille avec l'homme. Aider l'humain. La réponse, elle est là. Je pense que la région Occitanie a investi et aide les entreprises justement à développer leur outil. Moi, je suis pas, pour ma part, je trouve ça très bien, mais je suis pas très partisan des subventions, des aides, de tout ce genre de choses, parce que pour moi, c'est de l'artifice et de la rustine que l'on met pour cacher des mots qui existent. Il y a bien des entreprises qui peuvent accélérer leur migration vers l'usine 4.0 grâce aux subventions. Exact. Région, Ils État. ont besoin, avant toute chose, si elle veut investir dans son outil industriel, l'entreprise, elle a besoin d'un contrat en face. Donc on peut lui donner une subvention pour qu'elle puisse fabriquer, pour qu'elle puisse acheter, mais si elle n'a pas de contrat en face, elle en fait quoi? Super, j'ai un super robot. Mais elle en fait quoi de son robot? Donc il faut bien des contrats, et il faut bien des engagements d'ailleurs de donneurs d'ordre. Plutôt des contrats long terme, du coup. Des contrats long terme qui leur donnent une prévision, de pouvoir faire des calculs de ROI, de pouvoir regarder comment ils amortissent, de baisser la taxation, enfin, de remettre en fait de la souplesse, non seulement dans le code du travail, mais également dans la fiscalité, pour permettre à l'entreprise d'investir dans son outil. Donc l'usine 4.0, oui, mais 3 petits points. Non, mais la façon de le faire, on peut peut-être y réfléchir un petit peu. Samuel Sett, tout à l'heure, Nadia Pelfig disait qu'il fallait être agressif pour aller chercher des commandes, mais la région a aussi mis un dispositif plutôt défensif en créant l'ARIS, l'Agence régionale des investissements stratégiques, et une de ses missions sera notamment de prendre des participations minoritaires temporaires au capital d'entreprises pour les protéger de prédateurs, d'un moment de difficulté. Est-ce que ça, c'est un outil qui vous paraît pertinent pour protéger les PME ? Il est pertinent dès lors qu'il est géré en région, parce que justement, il y a une proximité qu'il n'y a pas forcément dans tous les mécanismes dits d'État. Donc en cela, je trouve ça très, très positif, et ça permettrait d'agir et de ponctuellement investir sur un certain nombre de, sinon d'activités, en tout cas de filières. Il est très intéressant de relever ce que disait Johan à propos de la notion de l'entreprise qui doit, par son financement et son risque, venir à son clientèle. C'est un sujet. Et en fait, c'est surtout, ça se manifeste surtout par les retours de nos adhérents qui, à tort ou à raison, considèrent qu'il est parfois difficile de monter les dossiers, qu'il est parfois difficile d'obtenir telle ou telle aide, ou qui considèrent, à tort ou à raison aussi, on avait déjà pu échanger sur le sujet, qu'un certain nombre d'entreprises spécialistes, champions du monde de la subvention ou de l'aide améliorée, on va dire, squattent un petit peu le place, l'attention et l'intérêt de nos dirigeants en région, et que là, moi, quand je pense à un sujet, quand nous, on pense à un sujet, on le voit d'un point de vue conceptuel. Il s'avère que, retenez bien ce que je vais dire maintenant, c'est enregistré, on a la chance d'avoir une vice-présidente de très haut niveau qui s'investit particulièrement, qui s'intéresse particulièrement à la notion d'entreprise. On coupera peut-être, je ne sais pas. Et donc, sur sa personne, on arrive à compenser ce que l'on considère être une tare constructive quant à la façon de gérer les choses, parce qu'elle est à l'écoute, parce qu'elle est réactive, parce qu'elle a compris, elle a une démarche d'avance. Mais c'est très lié à sa personne, c'est un tutu personnel. Donc nous, dans notre organisation, il faut qu'on envisage les choses d'un point de vue conceptuel. Et d'un point de vue conceptuel, aussi paradoxal que ça puisse paraître pour des représentants de petites entreprises, on est toujours finalement dans la même logique, à savoir, on veut travailler, on veut bien investir, mais de toute façon, c'est dans un objet et un projet de rencontrer une clientèle, un produit, une vente, etc. C'est dans cet esprit-là, je reconnais bien là nos positions. Nadia Pelfig, sur cette agence, la nouvelle agence ARIS d'investissement stratégique, pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner ? Oui, vous avez raison, parce que là, on parle d'un outil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé une vision, l'action publique, ça ne peut pas être le ministère des mots. Et pour que ça ne le soit pas, et pour que ça soit jamais lié à des personnes, mais à des collectivités, et que du coup on assume et on assure une pérennité de l'action publique, il faut poser des outils, des budgets qui vont avec et des ressources humaines qui vont avec. Vous avez parlé de défensif. Aujourd'hui, ça va avec le sujet que vous avez abordé au tout début sur les délocalisations. On sait qu'il y a un certain nombre de prédateurs financiers qui viennent voir nos PME à la trésorerie fragilisée pour pouvoir se les accaparer, non pas pour les faire fructifier, mais pour les tuer et rompre ainsi un élément de la chaîne de valeur ajoutée territoriale. Pour ça, à la réalité, l'outil qu'on a mobilisé, c'est le fonds Impulsion, qui est un fonds multisectoriel, qui est capitalisé avec Irdis Oridec, qui est notre investisseur régional. Et on a repéré depuis le mois de mars, avec les entreprises, avec les donneurs d'ordre, les PME, les TPE, celles pour lesquelles il y aurait un risque
et sur lesquels il nous faut du coup aller consolider en capital pour que des investisseurs rapaces, mal intentionnés, ne fassent pas mainmise dessus. Un autre outil, c'est de répondre aux besoins essentiels de notre population sur les questions sanitaires, agroalimentaires, de mobilité, de logistique, d'énergie, sur lesquels on considère qu'il faut soutenir l'activité du marché. On est là sur des sujets où parfois l'activité est émergente et c'est là qu'on a besoin d'un investisseur patient. Or, l'investisseur patient par excellence, c'est le public, l'investisseur public. Et c'est là qu'on crée l'Agence régionale d'investissement stratégique qui pourra rentrer au capital d'entreprise ou au compte courant d'associés ou par obligation convertible pour aller jusqu'à 49% du capital tout de même. Soutenir une activité dont on considère qu'elle est essentielle pour notre population, mais qu'elle n'a pas encore un marché complètement consolidé pour être rentable sur de l'investisseur privé pur. Et donc, c'est bien sûr 5 priorités qu'on a définies, sur lesquelles on pense que la puissance publique doit consolider le tissu local. Et à côté de l'outil fonds d'investissement pour faire du défensif, à côté de l'outil agence régionale d'investissement stratégique, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, relocalisation, localisation, dont on a compris qu'il fallait qu'il soit souple pour qu'il ne devienne pas un instrument terrible pour les dirigeants d'entreprise qui ont autre chose à faire et qui n'aiment pas demander de l'aide publique. J'en suis tout à fait consciente. C'est pas dans leur ADN. Non, c'est pas dans leur ADN, et tant mieux. Pour autant, on a délivré depuis le mois de mars 48 000 aides. Je ne parle pas de montant, je parle de dossiers différents aux entreprises occitanes. Elles en ont besoin et c'est du gagnant-gagnant. Quand on octroie une aide à une entreprise, c'est pour une seule et bonne raison. C'est qu'elle maintienne son activité, qu'elle maintienne l'emploi, qu'elle maintienne les savoir-faire et les compétences. Ça, c'est notre objectif. On n'est pas philanthrope. Elle y gagne à maintenir son activité quand on accompagne une entreprise pour un investissement sur une nouvelle ligne de production qui permet de hisser l'entreprise 4.0. C'est tout simplement parce qu'on sait qu'elle sera plus compétitive et plus productive et que de fait, elle aura moins de pression à délocaliser. Et c'est ça qu'on veut maintenir parce que nous, ça permet de maintenir l'emploi. À côté de ça, cet appel à projet sur relocalisation, localisation, il adresse vous avez déjà des réponses secteur. sur cet appel à projet? C'est un appel à projet, je vous disais, pour qu'il soit souple, qui est au fil de l'eau. Donc oui, il y a déjà des réponses et on fait différentes vagues d'instructions. C'est-à-dire que là, on reçoit au fur et à mesure. On a une première vague d'instructions pour lesquelles on rendra compte le 31 janvier. Et tous les 2 mois, l'instruction se faisant en fil de l'eau, chacun déposant quand il est prêt, on dit tel dossier est pris et à tel niveau de financement. Et l'ARIS, c'est pas simplement à côté de cet appel à projet. L'ARIS n'est pas conçu seulement comme un octroi de capitalisation d'actionnariat régional, c'est aussi un hub d'accompagnement générique parce que vous êtes accompagné en action en capital, mais vous êtes aussi accompagné sur votre recherche de foncier. C'est très difficile parfois pour développer son activité de trouver le foncier disponible. Donc là, nous, on a 500 hectares qu'on a cartographiés, donc 400 hectares qui sont dans les zones d'activité économique qu'on a générées. Et c'est aussi du soutien dans leur accompagnement de compétitivité sur les questions énergétiques, consommation des fluides, parce qu'on veut quand même construire une région dont le modèle de développement soit soutenable et durable. Très bien. Alors peut-être pour conclure cette table ronde, Samuel Sett, vous lancez un groupe de travail à la CPME avec Thomas et Johan qui est sur justement cette thématique relocalisation, réindustrialisation. Quel rythme vont prendre ces travaux et quelles conclusions, quand est-ce qu'on peut attendre une conclusion? Je vois votre sourire que vous aurez aimé que je réponde rythme de sénateur, c'est ça? Pas du tout. Ah bon, d'accord. Beaucoup de respect pour les sénateurs. Moi aussi. Je pense que le choix de ces 2 personnalités est intéressant puisque Thomas occupe la vice-présidence en charge du service. Mais il travaille pour des grands donneurs d'ordre de l'aéronautique. Et donc, il a une vision transversale qui nous intéresse beaucoup. Et Johan, qu'on ne présente désormais plus, justement, a un intérêt particulier, c'est qu'il a su développer dans un milieu très concurrentiel une relative autonomie, en tout cas en dehors de ces fameux Big Four que l'on connaît. Et donc, il travaille dans la partie aéronautique, mais en ayant une relative indépendance. Et donc, le lien de ces 2 est assez représentatif des entreprises qui sont adhérentes au sein de notre organisation et pour lesquelles on a lancé cette série de consultations. Et alors, au départ, quand on avait fixé les éléments de cahier des charges, on avait pensé comment travailler sur la relocalisation. Et puis, rapidement, est venue à nous l'idée que non seulement il fallait peut-être se poser des questions sur la notion de relocalisation, mais peut-être à super court terme, travailler sur
comment contrer cette délocalisation, puisque c'est quand même l'élément que l'on vit et que dans une entreprise, on traite d'abord les pertes pour ensuite reparler des bénéfices. C'est le danger immédiat, la À délocalisation. très court terme, la délocalisation, c'est non seulement le danger immédiat, mais c'est ce que l'on subit de manière immédiate. Ce n'est pas un risque, c'est une actualité. Et ça, on doit l'envisager. Et pour ce faire, on doit regarder les choses en face et se dire que, évidemment, le taux de charge, même si plus on va tirer sur la valeur ajoutée, moins la valeur des salaires va être importante dans le rendu du prix. Donc, ça a été dit et ça a été souligné tout à l'heure par Thomas, c'est-à-dire qu'un donneur d'ordre peut essayer à court terme de réduire ses coûts, il va indubitablement réduire la prestation des qualités achetées à un moment donné ou à un autre. Dès lors qu'il arrive à trouver le juste prix, alors il sera prêt à engager des dépenses qui seront peut-être supérieures à la moyenne, mais qui lui rendront une valeur ajoutée supérieure. C'est là-dessus qu'on doit à court terme se positionner, sans quoi on sera en perpétuelle comparaison et compétition avec des pays qui ont une démarche sociale fondamentalement différente de la nôtre. On peut parler de la Chine, par exemple, ont un coût de revient différent, et puis ont une approche du travail, parce qu'on en parlera dans une autre peut-être émission, mais le changement du paradigme du rapport au travail, la valeur, la marque TPE, comment sommes-nous en capacité d'attirer désormais des nouveaux talents, c'est un sujet également pour nos activités, et ce sont sur ces points sur lesquels on va travailler. Comment faisons-nous rester, je emploie bien le terme, rester un certain nombre d'activités en France et en Occitanie? Comment attirons-nous les talents et comment arrivons-nous à leur donner des perspectives suffisamment importantes pour qu'ils aient envie de se développer là? Et enfin, je terminerai, comment arrivons-nous à faire valoir qu'il y a de fortes chances de s'épanouir intellectuellement, y compris financièrement, dans une TPE ou une PME, par opposition, si j'ose dire, mais il n'y a rien de vindicatif là-dedans, un grand groupe où on est plus dans une démarche normée et de poste. C'est ça notre discours et notre valeur ajoutée, et ce sont ces éléments sur lesquels Thomas et Johan ont projet de travailler. Et pour répondre concrètement, je pense qu'au premier semestre 2021, si le démon Covid nous laisse un petit peu travailler, nous pourrons aisément commencer à rendre des premiers éléments. Et vous serez tous informés, en priorité, cela va sentir. Merci beaucoup. Merci Nadia Pelfig d'avoir accepté d'être présente à ce débat. Merci à tous les deux. Bon travail alors pour les semaines et les mois qui s'ouvrent. Merci Samuel Sett et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous de CPME 31 TV.